podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'un intrépide. François Nadal est cascadeur et conseiller équestre pour le cinéma. On est en 1987, il a 59 ans et raconte sa carrière palpitante avec plus de 150 films à son actif, de Fanfan la Tulipe à Dangereusement Vôtre, un James Bond avec Roger Moore. À l'heure où il parle, François n'effectue plus les figures, mais il continue d'accompagner les cinéastes dans la préparation des cascades. Aujourd'hui, le métier de cascadeur est menacé par l'utilisation de nouvelles technologies, dont l'IA, largement employée par les studios par souci d'économie et de sécurité. C'est le cas par exemple de la série Game of Thrones ou des films Marvel. Mon travail est resté à peu près le même que dans mes débuts, il y a 38 ans maintenant. Mais simplement, les cascades, maintenant, ce sont les autres qui les font. Je les prépare pour eux au lieu de les faire moi-même. C'est la grande différence. François Nadal. Le principe est de préparer des chevaux, de trouver les chevaux correspondants au travail voulu, à ce qui est demandé par la mise en scène. Ce qui fait qu'il faut travailler énormément de chevaux, puisque suivant les films, leur époque, leur lieu, il faut des chevaux souvent très différents les uns des autres. Bien souvent, on travaille avec Rémi Julienne. J'ai connu Rémi dans La Grande Vadrouille il y a longtemps. Et oui, c'est la fameuse cascade avec les planeurs. Là. C'est ça, les planeurs et la charrette de la bonne sœur, c'était moi la bonne sœur. Ah bon? J'ai été des quantités de filles et des quantités de bons hommes dans ma vie. J'ai été tué beaucoup de fois, quelquefois je me suis même tué moi-même. C'est-à-dire que je suis le gars qui tire et le gars qui reçoit la balle après. C'est arrivé je fais 4 personnages en 5 secondes à peu près dans Michel Strogoff comme ça. Enfin, tout ça sont des vieux souvenirs. Mais je crois que ce qui a de la grande différence, c'est que dans les cascades mécaniques ou strictement humaines, de bagarre ou de choses comme ça, on répète comme un ballet, et que la mécanique, quand elle est bien préparée, quand elle est préparée par exemple par Rémi et son équipe, on sait que la voiture ne fera pas de blague. Le cheval le mieux préparé du monde peut toujours vous dire merde au dernier moment, ou avoir un léger écart qui complique les choses. Le difficile, quand on dit cascade, on pense toujours chute. Chute, arrivée au sol, etc. C'est tout à fait le plus simple de la cascade, ça. La cascade plus difficile, c'est celle où il ne faut pas tomber, où il ne faut pas rater, parce que si on tombe là, on se fait vraiment mal. Si vous voulez, une de celles que j'ai été le plus content d'avoir fini, il y en a eu 2 ou 3. Mais c'est une qui n'était pas une cascade, puisqu'il s'agissait simplement de marcher au pas avec un cheval. C'était dans Milady, où je doublais du philo sur l'aqueduc, et où il fallait que le cheval ne fasse pas de faux pas, parce que l'aqueduc faisait 80 cm à plat de large, et qu'il y avait quand même une vingtaine de mètres de chaque côté, et que là, comme on ne peut pas s'accrocher au ciel, il fallait que je fasse totale confiance au cheval, et qu'il lui me faisait confiance aussi, et ça s'est bien passé. D'autres choses, par exemple, une fois, c'était dans Monte Cristo, d'Autant Lara, où je doublais je sais plus qui. Le gars, dans l'histoire, il y avait une chasse à courre, son cheval l'embarquait, il prenait une branche d'arbre dans la figure qu'il faisait tomber, il restait accroché par l'étrier, son cheval galopait donc en le tirant par terre presque sous lui, et Monte Cristo le rattrapait le cheval, c'était son morceau de bravoure, arrêtait le cheval et sauvait le petit jeune homme que je doublais. Et là, il est évident que c'est un moment désagréable quand la cascade dure, c'est-à-dire que j'avais assez bien préparé tout ça, je vais bien habituer le cheval à tirer un sac sur le côté qui me remplaçait, que je baladais, que je jetais du cheval. Le cheval était habitué au tirer ce poids, tout allait bien. Mais une fois que j'étais arrivé par terre et que mon cheval galopait à côté de la voiture travelling, il y avait 2 bonhommes en moi. Un qui disait maintenant ils ont tout ce qu'il faut, tu t'as qu'à lâcher. Et un autre qui disait maintenant que tu as fait le plus dur, tiens encore 10 mètres. Et puis au bout quand même de 150 mètres, j'ai lâché évidemment, ils avaient ce qu'il fallait. Mais est-ce que vous ne regrettez pas un petit peu le fait que le métier devienne de plus en plus technique, justement, et même scientifique? C'est bien plus passionnant, au contraire, c'est bien plus passionnant. Alors que dans mes débuts, si vous voulez, je prenais un peu n'importe quel cheval pour faire n'importe quoi, et que s'il me fallait par exemple un cheval qui grimpe aux arbres, qui fasse le fou, je prenais un cheval qui était à moitié fou. Alors que maintenant, depuis des années, je dresse un cheval à avoir l'air fou, et en réalité c'est un très bon cheval. C'est beaucoup plus intelligent et il y a beaucoup moins de pépins. Et mes premières vraies cascades, ça a été dans Nez de cuir pour doubler Jean Marais, ça a été dans Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe, où on a été tous les personnages les uns après les autres. Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas de filles cascadeuses, c'est moi qui étais le plus maigreux parmi les cascadeurs à l'époque. Et ça a été ma première doublure féminine, j'ai été Lolo Brigida dans Fanfan la Tulipe. Dans votre enfance, est-ce que vous étiez un enfant casse-cou ou au contraire un enfant timide et qui, pour vaincre la timidité, faisait des coups risqués? C'est amusant ce que vous me posez là, parce que ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est une anecdote de mon enfance.
Je suis né en février 1924, j'avais donc juste 10 ans au moment du 6 février. Et nous habitions rue de Rivoli, devant les Tuileries, avec mes parents. J'avais un frère qui avait 3 ans de plus que moi. Et un matin, en sortant, juste à ce moment-là, on est pris dans une bagarre rue Saint-Roch, entre les gardes mobiles de l'époque et puis les manifestants. Je ne sais pas du tout de quel parti ils étaient. Et moi, je me suis réfugié derrière ma mère, du haut de mes 10 ans, alors que mon frère, qui lui en avait 13, s'est mis devant elle, prêt à la défendre. J'avais eu la trouille, et j'ai tellement eu honte de cette trouille, j'en ai encore honte maintenant, que je crois que tout ce que j'ai fait depuis, que ce soit pendant la guerre ou n'importe quand, ça a toujours été pour rattraper la trouille du jour de mes 10 ans. Moi, c'est surtout le cheval qui m'a amené, parce que j'étais passionné de cheval, j'avais mon diplôme de moniteur déjà quand j'ai commencé dans le cinéma, et j'avais envie de faire quelque chose avec les chevaux. À ce moment-là, je ne connaissais aucun cascadeur, donc quand j'ai commencé à travailler dans les films, quand il y avait quelque chose à faire, il fallait bien que je le fasse moi-même, puisque je connaissais personne d'autre qui le faisait. J'ai connu les premiers cascadeurs, dans les anciens, dans Fanfan la Tulipe, et il est vrai que presque tous venaient de certains régiments comme ça. D'autre part, j'avoue que j'ai ce côté para dont vous parlez. Moi, j'étais tout bêtement dans l'infanterie, dans la 2e DB, la division Leclerc. Le fait que j'étais déjà grand-père, quand j'ai eu une occasion de sauter en parachute, je voulais essayer ce truc-là. J'avais tellement vu rouler les épaules au para que je voulais essayer. Et je me suis aperçu qu'il n'y a pas de quoi... C'est bien moins difficile de sauter d'un avion que du plongeoir de 10 mètres à la piscine. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.